Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. Baccalauréat 2025, le ministère de l'Enseignement supérieur à fond dans les préparatifs. Cette année, 855 présidents de jury seront formés. C'est pour assurer une meilleure organisation de l'examen. Subvention remise aux 12 entreprises de presse par l'ADPME. Le président du Conseil des éditeurs et diffuseurs de presse précise qu'il ne s'agit pas de fonds directement injectés dans ces organes de presse. Mamadou Ibrakan parle d'un plan de restructuration de ces entreprises de presse pour leur éviter une liquidation. Les Sénégalais prennent-ils soin de leur hygiène, de leurs mains? Nous avons donné la parole à certains citoyens en marge de la célébration de la Journée internationale de l'hygiène des mains. Pour eux, des efforts restent encore à faire. Et puis en sport, comme tous les lundis, nous allons faire le tour des différents championnats étrangers pour prendre des nouvelles de nos lions. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Les rideaux sont tombés sur la 84e édition du Dakar de Medina Gounass. Le Dakar qui a donc pris fin ce 5 mai après 10 jours de retraite spirituelle de milliers de fidèles qui sont venus un peu partout donc du Sénégal ou même de la sous-région pour donc perpétuer ce legs de Thierno Amadou Ba, père de l'actuel khalife Thierno Amadou Tidiane Ba, donc de Medina Gounass. Thierno Amadou Tidiane Ba qui a donc prié pour la paix et la concorde au Sénégal, mais également dans la sous-région et dans le monde entier. Baccalauréat 2025, 855 présidents de jury seront formés pour assurer une meilleure organisation de l'examen, selon le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation. Il s'agit également d'éviter tout couac et malentendu lors du déroulement des épreuves. Ces services ont donc pris les devants. Satou Diba et Cheikh Ahmed Tidiane Diouf. 855 présidents de jury seront formés pour un bon déroulement des examens du baccalauréat, selon le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Un total de 855 présidents de jury seront formés du 5 au 17 mai 2025 dans les différents bassins pédagogiques des régions de Dakar, Thiès, Bambey, Saint-Louis, Kaolack et Ziguinchor. Les 166 400 candidats inscrits, dont 59,63% de filles, seront répartis ainsi qu'il suit. Dans 506 jurys, 387 centres principaux, 92 centres secondaires, autour de 18 séries, dont les 11 sont orientées sciences et techniques et les 6 sont orientés littéraires. Le ministre a profité de cette occasion pour appeler à la vigilance. Abdourahmane Diouf invite les élèves à ne pas utiliser les téléphones portables le jour de l'examen. Nous voulons un bac sans couac. Ce n'est pas seulement l'utilisation du téléphone portable qui est interdite pour les candidats, c'est la détention du téléphone portable qui est interdite pour les candidats. Nous allons faire une campagne de communication autour de cette question pour que les parents soient sensibilisés, pour que les élèves soient sensibilisés, mais que vous aussi, vous soyez très conscients de vos responsabilités pour ne laisser aucune légèreté paraître. Cette année, les candidats sont au nombre de 166 400, d'après le directeur de l'Office du baccalauréat. Cette année, nous avons l'inscription de 166 400 candidats. Et ces 166 400 candidats seront répartis en 506 jurys, 387 centres principaux, 92 centres secondaires. Nous avons 18 séries pour le baccalauréat. Encore une fois, nous avons noté une large augmentation des effectifs au niveau des séries littéraires. L'année dernière, on avait 130 332 pour les séries littéraires. Cette année-ci, nous sommes à 137 047. D'une augmentation de 6 714.
Au même moment, les effectifs des inscrits au niveau des séries scientifiques, c'est seulement 125 candidats supplémentaires. Donc ça amène une réflexion dans notre système. Des innovations majeures sont notées par rapport aux années précédentes si l'on en croit le coordonnateur des superviseurs et recteur de l'université de Matam. Nous avons recruté 18 superviseurs. Et les 18 superviseurs sont répartis dans toutes les régions du Sénégal. Et leur rôle, c'est d'abord la préparation du séminaire. Maintenant, durant toute cette semaine-là, nous allons former tous les présidents de jury qui sont issus des établissements donc de l'enseignement supérieur à Dakar. Et maintenant, la semaine prochaine, nous allons former les présidents de jury des établissements de l'enseignement supérieur qui sont dans les régions. Au-delà des 48 heures, on ne vous garantit pas donc une affectation. L'innovation de cette année, c'est que cette année, vous allez partir dans vos jurys avec tout simplement une clé USB. Cette formation va favoriser l'interactivité entre les présidents de jury de la région de Dakar. Elle porte sur la gestion administrative et informatique d'un jury de baccalauréat. Les séries scientifiques et techniques sont en nombre jugé faible de candidats pour le baccalauréat. De cette année, le ministre de l'Enseignement supérieur a fait le constat avec des chiffres à l'appui. Pour Abdourahmane Diouf, des correctifs s'imposent. Nous l'écoutons. Les 166 400 candidats inscrits, dont 59,63% de filles, seront répartis ainsi qu'il suit. Dans 506 jurys, 387 centres principaux, 92 centres secondaires, autour de 18 séries, dont les 11 sont orientées sciences et techniques et les 6 sont orientées littéraires. L'évolution de ces effectifs, surtout au niveau du bac 2023 et 2024, nous montre que le poids des profils orientés vers les sciences et techniques demeure faible au regard des ambitions de développement national. En 2023, ces profils représentaient 16,39% des effectifs, un chiffre légèrement en hausse à 16,22%, 62% en 2024, avant de retomber à 16% en 2025. Ce constat souligne la nécessité de renforcer l'attractivité des filières STEAM, sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, auprès de nos élèves. Par ailleurs, un focus sur le baccalauréat technique révèle un poids très faible dans la structure globale des indicateurs. En 2025, seuls 2,07% des candidats y sont inscrits, contre 2,14% en 2024, 2,19% en 2023 et 2,28% en 2021. Cette tendance traduit une régression continue depuis 2021. Pour l'année 2025, l'effectif total des inscrits dans le baccalauréat technique s'élève à seulement 3 446 candidats. Ensuite, l'évolution des admis de 2021 à 2024 s'élève environ à 50%, nécessitant une remédiation continue. Chers futurs présidents de jury, les anciens comme les nouveaux, cette formation étalée du 5 au 10 mai 2025 portera sur la gestion administrative et informatique d'un jury de baccalauréat. Conçue en petits groupes pour favoriser l'interactivité, elle réunira environ 400 participants. Et puis, un comité régional de développement a réuni l'adjointe au gouverneur, la région de Dakar, les inspecteurs d'académie, entre autres. C'est pour mieux accompagner les écoles publiques et privées dans leur reconfiguration et leur permettre également d'être performants. Maï Babou est inspecteur d'académie de Pikine Guédiouaï. Il est ici au micro de Satou Diba. Premièrement, il y a deux aspects. Un aspect de reconfiguration de nos écoles et même, j'allais dire, au lieu de la réhabilitation, de la reconstruction de certaines de nos écoles pour les adapter aux environnements de la ville et à la progression de la démographie, surtout dans la banlieue. Et l'autre aspect, c'est un aspect prospectif. On ne peut pas attendre d'avoir besoin de créer une école pour avoir la disponibilité foncière. Il faut regarder loin et dès maintenant, là où il y a des disponibilités,
prévoir en tout cas des réserves foncières parce qu'il y a des surfaces qui sont connues pour les lycées, pour créer certains lycées, les lycées techniques, les lycées d'enseignement général, les collèges et les écoles élémentaires. Mais le plus souvent, ce que nous constatons, c'est qu'on a très souvent quelques difficultés quand même à pouvoir faire ces réserves. Et c'est le lieu, et je pense que la revue a adressé cette question pour que des réserves soient en tout cas retenues pour l'école, l'éducation et la formation. Dans ce lot aussi, il y a des écoles qui nécessitent un accompagnement pour les mettre aux normes et nous travaillons d'arrache-pied sur cela pour les mettre aux normes. Et le ministère, à chaque fois qu'il constate que ces écoles peinent à se mettre dans des conditions adaptées, ces écoles sont fermées. Donc une école privée ne peut être autorisée que lorsque les conditions sont acceptées. Maintenant, c'est un processus et nous les accompagnons. Nous allons dans la cartographie, parce que nous sommes tous trois de nouveaux IA, dans la cartographie des écoles pour que ces normes soient véritablement respectées. Session de renforcement de capacité des directeurs généraux des organismes publics à l'initiative de la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor. C'est pour mieux outiller ces directeurs de structure et les aider à améliorer la gouvernance et assurer également une meilleure maîtrise des règles de la comptabilité publique. C'est ce que nous disent Elisabeth Grastine et Moussadia. Cette session de renforcement des capacités destinée aux directeurs généraux des organismes publics vise à assurer une meilleure maîtrise des règles de la comptabilité publique ainsi que des principes de bonne gouvernance. Alors, ce que nous visons comme objectif, c'est une parfaite maîtrise des règles de comptabilité publique, mais surtout harmoniser un peu la démarche entre deux principaux acteurs, les directeurs généraux qui relèvent de l'ordre administratif, qui sont des ordonnateurs dans le jargon budgétaire, et de l'autre côté, les comptables publics. Nous avons besoin que ces acteurs parlent le même langage, ayant les organismes publics qui représentent un quart du budget de l'État jouent un rôle clé. Réussir leur gouvernance aura un impact positif sur la vision Sénégal 2050. D'abord, les organismes publics représentent près d'un quart du budget de l'État. Ils constituent ainsi un mécanisme d'externalisation de l'action publique et restent des piliers importants de l'exécution des politiques publiques. C'est dire que l'atteinte des objectifs au niveau des organismes publics aura un impact indubitable sur la réussite du référentiel Sénégal Vision 2050. Le directeur général de la comptabilité publique et du Trésor a souligné que ce modèle de bonne gouvernance s'inspire des pratiques du secteur privé, dont le but d'élever le niveau de gestion dans le secteur public. Ensuite, il est admis que le concept de bonne gouvernance est consubstantiel à la vie des organismes publics. Sur ce point, je voudrais rappeler que nous nous sommes beaucoup inspirés de ce qui se fait dans le secteur privé. En réalité, ces normes nous ont été inspirées par les normes internationales d'audit de comptabilité, reprises dans les textes de l'OHADA et qui ont également été expérimentées dans le Code de bonne gouvernance que nous avons eu à diffuser il y a quelques années. Donc, en réalité, la construction de ce nouveau cadre part un peu de toutes ces expériences pour relever le niveau de la gouvernance dans le secteur parapublic. À l'issue de cet atelier, un rapport sera présenté à la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor. Ce document prendra en compte les principales recommandations formulées dans le but de s'approprier les innovations introduites par la loi d'orientation sur le secteur parapublic et de renforcer les compétences en comptabilité des responsables concernés. Elisabeth Grastine, atelier de présentation de la stratégie de financement du secteur agricole. Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage estime que l'accompagnement du secteur bancaire est essentiel pour réussir le pari de l'autosuffisance alimentaire. Pour Mabouba Diagne, avec la conjugaison des efforts, le Sénégal pourrait faire d'excellents résultats. Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage est interrogé par Babacar Seck. L'objectif de cette réunion
et de montrer au secteur bancaire les opportunités de financement structurées ou simples de ces filières-là, mais aussi d'accompagner l'État dans le financement des coopératives agricoles communautaires, qui sera un des piliers du référentiel 2050 pour le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage. À raison de 200 hectares par 4 sur les 525 communes rurales du pays, si vous le multipliez par 14 millions d'hectares, on parle de 1470 milliards. Seulement pour le financement des coopératives agricoles communautaires. Vous le divisez par les 29 instituts de banque au Sénégal et 4 établissements financiers, vous étalez ça sur une période de 5 à 10 ans. Cela veut dire que dans chacune des communes au Sénégal, on a fait une ferme agroécologique de 200 hectares avec une maîtrise parfaite de l'eau où on peut cultiver 12 mois sur 12. Cela veut dire que la commune, elle se nourrit elle-même. Le surplus passe au département, le surplus passe à la région et l'agrégation de ces régions-là est déversée dans l'industrie pour faire de l'agro-industrie. C'est aussi simple que ça. La filière tomate, nous importons plus de 15 000 tonnes de triple concentré. C'est l'équivalent de 80 000 tonnes de tomates fraîches. Il y a toute une filière qui doit être structurée, financée, et nous comptons sur le secteur bancaire. Signature de la convention entre l'ADPME et le CEDEPS, Mamadou Ibra Kane précise qu'il ne s'agit pas de fonds qu'on injecte directement dans les entreprises sélectionnées. 12 au total. Le président du Conseil des éditeurs et diffuseurs de presse estime que les organes devront mobiliser d'abord 25% du financement avant de toucher ces fonds. Des cabinets d'avocats et des experts vont ensuite se charger d'accompagner ces entreprises pour une restructuration. Mamadou Ibra Kane, que je vous propose d'écouter. Nous avons sollicité l'ADPME qui a répondu à notre requête favorablement en finançant les entreprises de presse en difficulté à travers les fonds de la Banque mondiale dénommés programme ETHER et les fonds de la Banque africaine de développement, programme dénommé PAIS. C'est dans ce sens-là que nous avons signé donc cet accord de financement pour la sauvegarde de l'entreprise, sauvegarde, c'est-à-dire du point de vue légal, que les entreprises de presse puissent être protégées de leurs créanciers. Et de la même manière aussi pour que l'ADPME, à travers ces financements, ces subventions en réalité, puissent se restructurer. D'accord. Est-ce qu'il s'agit des fonds qui seront directement injectés dans les entreprises de presse? Non. En réalité, on entend parler de financement. Ce financement-là peut se faire sous forme de subventions. En la matière, ce sont des subventions à hauteur de 75% du montant du programme de l'entreprise concernée. Donc, ces 75%-là, ce n'est pas de l'argent liquide qu'on remet aux entreprises de presse. Ce sont des prestations que l'ADPME paye pour le compte des entreprises en difficulté qu'elle a décidé d'accompagner. Mais ce n'est que 75% du montant du programme de sauvegarde et de restructuration. Les entreprises elles-mêmes doivent mettre la main à la poche pour financer les 25% restants. La production du champ de Sangomar continue de témoigner de bonnes performances avec 4 cargaisons pour un volume total de 3,8 millions de barils qui ont été donc enlevés et commercialisés sur le marché international. Les prévisions de production pour l'année 2025 restent inchangées avec 30,53 millions de barils de pétrole brut environ. Donc tout cela signifie que le Sénégal est sur une bonne lancée. C'est ce qu'a dit d'ailleurs l'expert maritime agréé Ahmadou Touré. Il a dit à Alassane Samba Diop. Oui, indubitablement, c'est une bonne nouvelle pour l'industrie pétrolière sénégalaise. Ça veut dire qu'on est en train de monter en puissance. Bon, ceci dit, il faut amener les perspectives des mesures plus ou moins raisonnables.
si nous prenons aujourd'hui le cas du Nigeria, ils ont une production journalière de 1 200 000 barils jour. C'est tout de même en fait une échelle autrement plus importante. Mais cela n'enlève en rien au mérite du Sénégal, disons, d'avoir mis en œuvre un projet qui se concrétise par de ces exportations. Donc, et je considère surtout qu'il s'agit d'une porte d'entrée sur la production de gaz, parce que c'est ça qui est le plus important pour notre pays. C'était à faire en sorte qu'on ait un peu une démarche combinée entre le gaz et puis le pétrole traditionnel. Ça veut dire que nous allons pouvoir mettre en place de nouveaux circuits de distribution et puis surtout nous connecter à toutes les opportunités de financement des projets pétroliers. Parce que c'est de ça dont il s'agit. Comment faire la démonstration quand différents projets industriels, le Sénégal peut offrir une alternative crédible. C'est de ce point de vue que c'est intéressant. Maintenant, du point de vue, si vous voulez, financier, il est clair en fait que nous ne sommes pas encore à un niveau de recettes fiscales, de revenus directs qui puisse permettre de nous saisir de cette opportunité comme un axe fondamental pour l'économie. Autrement dit, la contribution, disons, des recettes pétrolières devrait être aux alentours de 2-3%. Si vous voulez, du PIB. Maintenant, pour ce qui est en fait, des finances publiques du budget, on n'est pas très loin de cela. En fait, il me semble que on sera en fait aux alentours d'à peine 5% du budget. Les habitants de la commune de Tchombi, c'est dans la région de Kaolack, ils dénoncent le manque d'eau et la recrudescence du vol de bétail. À cela s'ajoute l'insécurité. Ce dernier invite les autorités à prendre des mesures pour mettre fin à cette situation. Sékou Diallo. Les populations de la commune de Tchombi font face à un problème d'approvisionnement en eau depuis plusieurs années. Au-delà des coupures répétitives d'eau s'ajoute la cherté de la facturation. Chaque jour, ce qui est très difficile, ce qui est insupportable aussi, donc chaque jour, les robinets vont couper pendant 9 heures de temps. Donc ça, c'est très difficile. Et quand ils vous amènent une facture, vous allez demander depuis quand j'ai consommé donc une telle facture. Ça aussi, donc vraiment, c'est très difficile. Et l'eau est indispensable. Je peux dire que sans risque de me tromper, nous vivons cette situation il y a maintenant 5 ans. Un problème d'insécurité règne également dans cette localité. Ces populations alertent les autorités. Le vol de bétail qui est devenu un phénomène très récurrent il y a aujourd'hui plus de 10 ans. Pourtant, vous accepterez avec moi que le secteur de l'élevage est un secteur qui participe bien au développement durable du pays. Le secteur de l'élevage est un secteur qui réduit le chômage, est un secteur qui aide à assurer l'autosuffisance alimentaire, est un secteur très passionnant. Mais malheureusement, ici au niveau de la commune de Tchombi, les gens ne veulent plus investir dans ce secteur. Ils ne veulent plus investir parce qu'ils ont perdu l'amour qu'ils avaient porté pour l'élevage. Ils ont perdu cet amour parce qu'ils ont peur. Ils ont peur parce que le vol de bétail est devenu une activité quotidienne. Vous ne pouvez pas rester pendant 10 jours sans entendre qu'on a volé le bétail de telle ou de telle personne. Ces populations demandent de l'aide aux autorités. Ce que nous voulons, c'est véritablement donc le soutien du gouvernement. Nous lançons un appel solennel à toutes les autorités, excepté aucune, de nous aider véritablement donc à assurer la sécurité et à assurer aussi véritablement donc le problème de l'eau. Pour trouver une solution face à cette situation, plusieurs démarches ont été entamées par les populations aux côtés des autorités. Mortalité maternelle et néonatale à Kaffrine, les chiffres font froid dans le dos avec 21 décès enregistrés en 2023. Pour faire face à cette situation, les autorités sanitaires de la région ont lancé une série d'initiatives à travers un atelier inclusif sur le planning familial. C'est un compte rendu signé Boubacar Falbop. En 2023, ce sont 21 femmes qui ont perdu la vie en donnant la vie. Une situation dramatique dont les causes sont multiples et parmi elles, les grossesses rapprochées selon les acteurs de la santé. Donc la planification familiale est un levier qui nous permet de réduire la mortalité maternelle, néonatale, infantile et juvénile. C'est une stratégie qui aujourd'hui, au Sénégal, rencontre des difficultés dans l'entendement. La planification familiale, beaucoup pensent que c'est une limitation des naissances.
Ce n'est pas une limitation des licences, mais c'est une gestion des grossesses. Mais pour réussir cette politique, il faut selon eux impliquer les maris qui constituent parfois le blocage. C'est un constat qu'on a pu faire, que certains hommes sont réticents, mais ils sont réticents parce qu'ils n'ont pas peut-être l'ensemble des informations qui leur permettent de comprendre. Je pense qu'aucun homme ne voudrait quand même risquer de perdre sa femme en couche, de perdre sa femme lors de l'accouchement ou bien de perdre son enfant qui vient de naître. Nous pensons que si nous appuyons sur le levier de la communication, ils vont comprendre et ils vont quand même réagir et accepter cette planification familiale. L'atelier tenu à la direction régionale de la santé devrait permettre d'adopter un plan régional pour la promotion du planning familial. Boubacar Fall Bop, journée mondiale de l'hygiène des mains, zoom sur ce geste pourtant si simple mais négligé par certains citoyens à Grand Dakar. Le constat est presque le même, il reste beaucoup à faire. L'hygiène des mains ne semble pas être une priorité, pourtant elle est essentielle pour prévenir certaines maladies. Neyel Fall. Au quartier Grand Dakar, devant une ruelle peu fréquentée, plusieurs personnes rencontrées ont bien voulu partager leur point de vue. Parmi elles, Mohamed Ngom, vendeur de café Touba, installé devant son étal. Il insiste sur le rôle fondamental de l'hygiène des mains dans la prévention des maladies. Tout ce qui entre dans notre corps passe par les mains et celles-ci peuvent toucher n'importe quoi. Moi-même, dès que je rentre, je commence toujours par me laver les mains car je suis constamment en contact avec de l'argent, un véritable nid à microbes. Amadou Korkabari, père de famille, exprime quant à lui une certaine inquiétude concernant certains boutiquiers qui ne prennent pas au sérieux l'hygiène des mains. Moi, j'ai peur de ça. Les boutiquiers aussi vendent des grabouillots avec les autres produits là qu'on ne connaît même pas, sans couverture. C'est ça qu'il faut se couvrir parce que dans le ventre là, on ne peut pas laver ça. Il lance un appel aux commerçants et aux populations en général. Adopter des gestes simples d'hygiène, notamment le lavage régulier des mains pour préserver la santé de tous. Je lance un appel à tous. Vendeurs comme non-vendeurs, dès que vous rentrez chez vous, avant toute autre chose, lavez-vous les mains. C'est un geste essentiel. Trop de vendeurs manipulent de la nourriture sans aucune précaution, alors qu'ils sont constamment en contact avec de l'argent, un vecteur de microbes. Il en va de notre santé à tous. En cette journée dédiée à l'hygiène des mains, le message est clair. Un simple geste peut sauver des vies. À Grand Dakar, la sensibilisation continue car la propreté des mains reste l'un des premiers remparts contre les maladies. Un mot de sport dans cette édition. Les Lions se sont illustrés ce week-end dans les championnats étrangers. Boulaya a offert d'ailleurs la victoire à son club, la Lazio. Edouard Mendy, sacré champion de la Ligue des champions d'Asie. Le Lyon remet ça après donc la Ligue des champions européenne. Edouard Mendy il a conquis également la Ligue des champions asiatiques. Voyons tout cela avec Tidiansi. En Série A italienne, Boulaye s'est illustré lors de la 35e journée en offrant la victoire à son club Naples. L'attaquant des Lions a inscrit l'unique but du match dès la première minute de jeu de la rencontre contre Empoli. Dia marque ainsi son 9e but de la saison dans le championnat italien. En Ligue 1 française, certains joueurs sénégalais ont aussi été bien en vue ce week-end. Arouna Sangaté, buteur pour le Havre contre Auxerre, a participé à la victoire de son équipe qui s'est imposée 2-1. Lors de la 32e journée, Strasbourg de Habib Diarra sauf le champion au Paris Saint-Germain 2-1. Diarra est passeur décisif sur le deuxième but, signé par le Français Félix Le Maréchal. En Ligue 2 française, l'attaquant de 21 ans d'Amiens, Malik Mbaye, est buteur et double passeur décisif lors de la 33e journée contre Pau FC de Patemboub. De son côté, Aliou Badji, qui a été 2 fois dernier passeur décisif lors des 2 dernières journées avec la Red Star, s'est mis cette fois-ci en buteur. Badji a ouvert le score contre Caen. Ses compatriotes Famara Djedjou et Henri Saivé, qui évoluent avec le Clermont, sont respectivement buteurs et passeurs décisifs contre Annecy. Leurs équipes s'est imposées 3-2. À Metz, 3e Cheikh Sabeli a marqué le 3e but de son équipe sur penalty lors du match nul contre Rodez.
3 buts partout. Dans le championnat serbe, l'attaquant sénégalais Chérif Ndiaye de l'Étoile Rouge Belgrade s'est bien illustré lors du match de la 34e journée contre TSC. L'attaquant des Lions a d'abord manqué un penalty, puis inscrit un but refusé pour possession illicite avant de délivrer une passe décisive pour l'égalisation de son équipe. L'Étoile Rouge de Belgrade, déjà vainqueur du championnat, a remporté le match 2-1. En Ligue des champions asiatiques, le portier sénégalais Edouard Mendy marque son empreinte en remportant le titre continental avec son club Al Ahly contre le club japonais du Kawasaki Frontale 2-0. Avec ce trophée, Mendy est devenu le seul joueur sénégalais à détenir ce palmarès. Tidiane, si, très bon parcours au palmarès, donc Doudou Edouard Mendy, qui a donc remporté la Ligue des champions de l'Asie. Et puis cette très mauvaise nouvelle qu'en U20, le Sénégal qui a été battu par le Ghana, score final 1-0. L'Union champion d'Afrique ont du mal à entrer dans cette compétition. Après le premier match nul face à la Centrafrique, le Sénégal a été battu 1-0 par le Ghana. 1 point en 2 journées. Il faudra donc gagner impérativement le prochain match pour espérer une qualification. Sinon, ce sera donc retour à la maison. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Je vous donne rendez-vous juste après cette édition pour votre émission L'invité de la rédaction. Je reçois ce soir Mamadou Brakan. Il est le président du CEDEPS, Conseil des éditeurs et diffuseurs de presse. Nous allons parler de la presse, mais également de l'argent. Au revoir.